Bonjour Fabrice Bonneau. Bonjour Jean-Philippe. Fabrice Bonneau, vous êtes le cofondateur d'Argon & Co, une société qui est aujourd'hui leader dans le domaine des opérations. C'est une société de 650 collaborateurs, présente un petit peu partout dans le monde, on peut dire ça maintenant. Comment va Argon & Co ? Écoutez Jean-Philippe, Argon & Co va plutôt bien. Effectivement, on a connu une croissance assez forte depuis plusieurs années. C'est vrai qu'Argon & Co est parti de la France, vous connaissez, mais maintenant la France c'est 250 consultants, donc c'est moins de la moitié du groupe. Donc on s'est beaucoup développé ces derniers temps à l'international, en particulier dans quelques régions clés pour nous, donc l'Angleterre, APAC, Australie, etc. Et puis on a aussi des bureaux dans le nord de l'Europe, aux États-Unis. Voilà, on est aussi, ce qui est aussi un peu nouveau, c'est qu'on a évidemment investi sur tous les sujets sustainability et aussi sur les sujets data, avec une entité dont on est très fier qui s'appelle Iris by Argon & Co. Alors Fabrice, vous êtes venu sur le plateau de Supply Chain Village pour nous présenter un nouveau concept, Node Chain Planning. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout nous présenter le concept dans lequel ce nouveau lancement se situe ? Alors, le contexte dans lequel on est, tout le monde le connaît, effectivement, surtout depuis les années Covid, les problématiques qu'il y a eu géopolitiques, la guerre en Ukraine, etc., et qui a rendu finalement ce qu'on appelle, nous, la supply chain amont, la supply chain industrielle, c'est-à-dire toute cette capacité à fournir, à fabriquer les produits, a rendu ça beaucoup plus complexe qu'avant. Tout le monde a suivi les problématiques de pénurie des composants électroniques. Tout le monde suit les problèmes qu'on a en ce moment dans le canal de Suez, etc., dans la mer Rouge. Et tout ça s'accumule. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la supply chain industrielle amont, la planification industrielle est devenue beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, beaucoup plus pénurique. On a aujourd'hui des secteurs, je pense à la dermocosmétique, mais l'aéronautique, ça a toujours été un peu comme ça, mais la dermocosmétique aujourd'hui, qui perd du chiffre d'affaires parce que les approvisionnements sont compliqués, les fournisseurs sont pénuriques, il y a des problèmes de capacité, et ça, c'est assez nouveau. D'accord. Alors, le concept Node Chain Planning, c'est destiné donc à répondre à cette problématique, à résoudre des problèmes d'incertitude, par exemple ? Exactement. Donc, Node Chain Planning, c'est un concept qui s'applique déjà à la supply chain industrielle. Donc, ce qu'on appelle la planification industrielle, donc tout ce qui se permet finalement aux industriels de planifier la production en fonction de la demande. Ce qu'on a constaté, et ça c'est valable depuis des années, c'est que le concept habituel de la supply chain, il y a le mot chaîne dedans, c'est que chacun, finalement, planifie en fonction de ce que lui demande le maillon aval. Et donc, le maillon aval, lui, il a des contraintes qui propagent. Et tous ces maillons propagent les contraintes. Et quand elles deviennent vraiment très complexes, on se retrouve avec des situations où tous les gens qui ont fait de la supply chain le savent, ce qu'on appelle le bullwhip effect. Mais aussi, on perd finalement la vision de ce que voulait le client au départ. Plus on s'éloigne du client. Plus on s'éloigne du client, exactement, plus on perd cette vraie vision parce que chacun propage ses propres contraintes et on ne sait plus finalement quelle est la vraie demande et quelles sont les vraies priorités. Donc effectivement, l'idée simple, alors après on va la décliner, mais l'idée simple de Node Chain Planning, c'est de raccorder tout le monde à la vraie demande client. Quand on dit tout le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment les planificateurs, mais aussi les approvisionneurs qui sont souvent assez loin, ou des gens qui sont internes mais qui fabriquent des composants, voire même des gens qui par exemple sont en charge de la qualité et qui doivent faire des tests, etc., et qui n'ont pas forcément eux non plus la vision de ce qu'est la vraie priorité. Donc le concept simple, c'est de raccorder tout le monde à la vraie demande client. Alors, il n'y a pas des APS déjà qui sont là pour planifier la demande ? Alors, effectivement, je ne suis pas en train de dire que soit les ERP, soit les APS font fi de la demande, etc. Mais effectivement, les APS, ils ont une philosophie qui est un peu différente, qui est de dire, je prends toutes les contraintes et puis j'essaye de les optimiser. Voilà, donc ça peut effectivement fonctionner, mais avant de prendre en compte toutes ces contraintes et de les optimiser, il faut voir réellement qu'est-ce qui fait que ça marche pas à tel endroit. Est-ce qu'il y a des contraintes qu'on peut lever par rapport à cette vraie demande? Qu'est-ce qu'on sait faire à l'instant T, etc. Alors c'est pour ça que dans Node Chain Planning, ça se traduit par deux
deux éléments conceptuels, alors qui ne sont pas conceptuels, qui sont très concrets et très différents de ce que fournissent les APS. C'est deux informations. Une première information qui est finalement qu'est-ce que chacun doit faire. Donc ça paraît trivial, mais ça ne l'est pas en fait. Donc un approvisionneur, quelle commande il doit passer réellement en fonction de la demande que ça va servir, pas forcément en fonction de ce qu'on lui demande, mais en fonction de la vraie demande que ça doit servir. Donc c'est ce qu'on appelle le doit faire, et chacun doit avoir cette information. Et il y a une deuxième information qui évidemment est importante, c'est à tout moment qu'est-ce qu'on sait faire en fonction des contraintes de tout le monde. Donc à un moment je suis là, en fonction de ce que finalement je vais recevoir des fournisseurs, qu'est-ce que je sais faire réellement. Et ces deux signaux, il faut qu'on les ait en même temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont mélangés, pas tout à fait bien calculés, etc. Et on n'a pas ces vraies informations. Donc ça, c'est des informations qu'on transmet à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire dans le cadre d'une filière où il y a, par exemple, toute une arborescence de fournisseurs et de prestataires. Alors exactement, c'est-à-dire que un approvisionneur, quand il va passer une commande, il va passer une commande évidemment en fonction de ce qu'il doit faire. Donc il va passer une commande sur quelque chose qui sert un besoin dont on sait qu'il est réel, peu importe ce qu'on va faire en aval, mais si effectivement il y a un besoin réel pour dans 2 semaines et qu'on sait que le cycle de production il est pour dans 2 semaines, la commande qui doit être passée, elle doit être passée là, et on doit pouvoir mesurer, si cette commande n'arrive pas, l'impact que ça a sur effectivement le vrai chiffre d'affaires. Alors quel est le moteur de tout ça ? Il y a de l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il y a des développements informatiques importants. Alors effectivement, le concept paraît comme ça assez simple, mais ça nécessite un certain nombre de calculs. Donc ça, c'est la première chose, parce que ces fameux 2 signaux, c'est faire, doit faire, ils ne sont pas calculés naturellement dans les ERP, quels que soient les ERP, ils ne sont pas calculés naturellement dans les APS. Donc la première action, c'est d'aspirer toutes les données, parce qu'on a besoin de toutes les données pour faire ces calculs. On a besoin évidemment des nomenclatures, on a effectivement besoin des gammes, mais on a besoin de toutes les commandes qui sont passées, de tous les OF, on a besoin de l'état de la supply chain. À l'instant T, on absorbe toutes ces données et on fait ces calculs de doit faire, c'est faire. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement combinatoire. Voilà, ça nécessite du calcul. Alors, je dis pas que c'est de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des choses qu'on peut faire maintenant parce qu'on est capable de traiter des grandes capacités de données. C'est pas de l'IA à proprement parler, il n'y a pas de machine learning. Alors, on peut réfléchir à en mettre pour évaluer l'incertitude des fournisseurs, etc. Mais c'est effectivement très tiré par les données. On pourrait imaginer, par exemple, qu'un APS intègre le concept dans son outil ? Alors, bien entendu, d'ailleurs, c'est nous, au fond, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que de convaincre les acteurs, que ce soit les ERP, les APS, etc., d'organiser la planification industrielle comme ça, d'intégrer ces concepts. Donc effectivement, tous ces gens-là ont les moyens de le faire. Il faut changer certainement un peu leur philosophie, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'ils apprennent à se dire donnons les informations à tout le monde avant de vouloir faire de l'optimisation sous contrainte, avec ces 2 bons signaux, et ensuite dans une dernière étape, oui, pourquoi pas optimiser sous contrainte, mais levons les contraintes avant, mais techniquement, ils en ont bien sûr les moyens, et nous, ça serait notre souhait, évidemment. Le chain planning, ça s'adresse à des grosses entreprises ou ça peut également s'adresser à des entreprises plus petites de l'industrie ou de la distribution, par exemple ? Alors, je dirais que c'est pas la taille de l'entreprise et pas nécessairement le critère numéro 1. Ce qui nous semble être le critère numéro 1, c'est la complexité de la supply chain industrielle. Donc, vous pouvez avoir des entreprises qui sont relativement petites et qui ont une supply chain industrielle complexe avec des fournisseurs pénuriques qui ne sont pas forcément à l'heure, avec des nomenclatures compliquées, etc. À l'inverse, je ne vous cache pas que des entreprises qui sont purement retail, qui n'ont pas évidemment de problématiques industrielles, ne sont pas vraiment concernées. Donc effectivement, c'est moins dépendant de la taille que des problématiques qu'on a en supply chain industrielle. J'imagine que ce qui est critique pour mettre en place un outil comme notre chain planning, c'est la data, c'est la collecte de la data.
confirmez? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont critiques pour mettre en place notre chain planning. Évidemment, c'est la qualité des données. Donc, forcément, si dans les ERP, la qualité des données n'est pas là, les nomenclatures sont fausses, les gammes sont fausses, évidemment, il faudra les fiabiliser avant. Mais je dirais aussi que notre chain planning peut aider à faire ça. Dans les outils d'ailleurs qu'on a développés, nous, on a certains algorithmes, certaines choses qui aident à montrer que les données sont pas cohérentes. Mais de toute façon, si on veut vraiment planifier et qu'on n'a pas les bonnes données, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça demande une exigence de qualité des données qui est importante. Comment on s'y prend? On met ça étape par étape ou alors c'est vraiment Big Bang, la grosse révolution dans l'entreprise? Alors, c'est évidemment un projet de transformation à mettre en œuvre. Il ne faut pas se leurrer. Puisqu'en fait, quand vous mettez... Quand vous donnez à tous ces acteurs un signal de doit faire directement connecté à la demande client, ça change vraiment le mindset. Quelque part, vous mettez le client au cœur de l'usine. Parce qu'on dit souvent, il faut mettre le client au cœur de l'usine. Mais enfin bon, quand on a un provisionnaire qui est au bout de la chaîne et qui comprend pas vraiment ce qu'on lui demande, c'est pas la meilleure façon de mettre le client au cœur de l'usine. Là, vous mettez vraiment le client au cœur de l'usine. Vous responsabilisez chacun des acteurs sur la vraie demande. Et même dans le concept de chain planning, quand un approvisionneur, il ne va pas réussir à servir une commande, on lui dit, mais tu sais, si tu ne sers pas cette commande, tu es en train de faire perdre des centaines de milliers d'euros potentiellement à l'entreprise. Donc ça donne vraiment du sens. Mais évidemment, c'est un changement culturel important. C'est un changement sur les processus. Le PDP, on ne va pas le faire de la même façon, évidemment. Les approvisionnements, on ne les fait pas de la même façon. Donc, c'est un changement sur les process. Ça, c'est extrêmement clair. C'est évidemment un changement d'outil. Donc, c'est un projet de transformation. Une fois qu'on a dit ça, vous avez raison, Jean-Philippe, faut pas que ça soit un Big Bang. Parce que les Big Bang, ça marche rarement, surtout dans ce contexte. Dans ce qu'on fait, c'est que, effectivement, il y a la qualité des données. Ça, c'est un prérequis. Et ensuite, on met les choses progressivement, étape par étape. Par exemple, on peut calculer les signaux doit faire c'est faire et présenter un premier cockpit, par exemple le management, qui va dire on a fait ces calculs-là et on est capable de dire à tout moment voilà ce que vous allez pouvoir servir, voilà ce que vous n'allez pas pouvoir servir et voilà pour quelles raisons vous n'allez pas le faire. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, aujourd'hui, on n'a pas ces informations-là dans les usines et dans la planification industrielle. Donc effectivement, oui, ça doit être absolument progressif. Vous l'avez déjà mis en place? Enfin, il y a déjà eu des pilotes de fait? Alors, bien entendu, ce concept est un concept innovant. Donc on n'a pas 15 ans derrière nous, parce que sinon, ça ne serait pas innovant. Mais Argon Argon & Co a quand même l'habitude, quand on communique comme ça, de parler de choses concrètes et pas simplement de faire ce qu'on appelle du slideware. Donc effectivement, il a été mis en place dans plusieurs secteurs et depuis plusieurs années. Il a été mis en place dans des secteurs, évidemment, où la planification industrielle est contrainte. Donc en premier lieu, en aéronautique, par exemple, où il y a plusieurs étapes de production. Il a été mis en place aussi dans la maroquinerie, où on a des pénuries avec des complexités aussi sur les fournisseurs. Et puis dans la dermocosmétique, où aussi tous les problématiques amont de fabrication des emballages, de matières premières pénuriques sont apparues dans les dernières années. Et effectivement, c'est des concepts qui tournent et sont mis en place dans ces secteurs-là, depuis maintenant plusieurs années. Donc plutôt des secteurs industriels avec Bien sûr. beaucoup de références et des fournisseurs et des sous-traitants qui peuvent aussi avoir besoin d'une information en temps réel. Vous êtes en train de devenir un éditeur? Argon devient un éditeur de logiciels ou vous avez l'intention de vous concentrer sur votre métier? Alors, nous n'avons pas du tout l'intention de devenir un éditeur de logiciels. Pour être tout à fait transparent, nous nous sommes posé la question. Nous nous sommes dit, c'est un concept innovant auquel on croit beaucoup. Nous, on a développé des outils parce que ces outils, ils n'étaient pas présents dans les ERP, les APS. Donc, on a développé des choses. On a développé quelque chose qui marche très bien dans un environnement SAP, parce que SAP reste quand même assez majoritaire dans l'industrie, et qui permet de décliner vraiment ces concepts-là. Mais c'est pas notre vocation. C'est pas notre ADN. L'ADN d'Argon, c'est d'aider les clients dans leur transformation métier, etc. Donc, on ne veut pas devenir un éditeur de logiciels et
Et effectivement, nous, ce qu'on souhaite, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est que ces concepts ils soient largement plébiscités, qu'ils soient déployés, que les ERP puissent les mettre en œuvre, que certains APS puissent les mettre en œuvre et qu'on aide tous ces gens-là, nous, à les mettre en œuvre chez nos clients pour qu'ils aient les résultats que nos clients, d'ailleurs, actuels ont. Nos clients, aujourd'hui, ils ont des résultats sur, évidemment, la disponibilité des produits, sur la réduction des stocks obsolètes, sur la sérénité des équipes. Donc, nous, c'est ça notre objectif. C'est pas, effectivement, de vendre du software. Ce concept qui vise, finalement, à être au plus près de la demande du client, ça ressemble un petit peu au DDMRP. Quelle est la différence entre le DDMRP et le Node Chain Planning? Alors, il y a un point commun très clair, c'est le constat qui est fait. Ouais. DDMRP a fait un constat tout à fait vrai il y a plusieurs années maintenant. Et les constats, c'était 2 constats en fait. C'est de dire, finalement, on a une production qui bouge tout le temps, le MRP crée de l'instabilité, et ça, c'est pas bien. Et il crée de l'instabilité, pas forcément liée à la demande, mais à cet effet de bullwhip, et ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Le deuxième constat du DDMRP aussi, c'était de dire que tout ça n'était pas très agile. Et ce qu'a fait le DDMRP, il n'a pas fait d'une node chain. Il a mis quelque part des ressorts entre les maillons. Il a mis des buffers entre les maillons. Il s'est dit, la façon de gérer cette instabilité, c'est de mettre des buffers entre les maillons. Et donc, ce concept, il a plutôt bien marché dans pas mal de cas. En particulier, nous, on le met en place sur la supply chain aval, par exemple. Ça marche plutôt bien. Ou dans des supply chain amont qui sont peut-être un peu moins contraintes. Ouais. Mais c'est vrai que dans le nouveau contexte dans lequel on est, dont on parlait, avec toutes ces contraintes sur la supply chain amont qui font que mettre des buffers partout, ça suffit pas toujours. Et surtout, cet aval très volatile aussi, où on a besoin de gérer des priorités clients, où ça change tout le temps, etc. Il faut aussi qu'on puisse connecter plus facilement et plus directement les acteurs à la demande, ce qui n'est pas complètement le cas dans des DMRP, parce qu'on est connecté quelque part à une demande qui vient du buffer aval, qui est un peu différent. Ouais. Est-ce que c'est contradictoire avec la mise en place d'un SNOP ou au contraire, est-ce que ça s'intègre bien justement dans la discussion qu'on peut avoir autour d'un SNOP? Alors, très clairement, le SNOP est continu et est absolument nécessaire. D'ailleurs, nous menons depuis plusieurs années, depuis le Covid notamment, plusieurs projets et de nombreux projets SNOP. Le SNOP, il intervient plutôt sur la dimension tactique moyen-long terme. Oui. Notre chain planning, vraiment, il prend toute sa mesure dans le plus court terme. Alors, pas dans l'ordonnancement, mais ce qu'on a l'habitude d'appeler communément le MPS, le PDP, et puis tout ce qu'on appelle le control tower, on va dire. Mais il peut vraiment apporter des choses dans le SNOP, en particulier quand dans le SNOP, il y a à traiter des problèmes de pénurie, de fournisseurs qui peuvent être défaillants quand on va lancer un nouveau produit et que ce nouveau produit, ça rentre dans le cadre d'un SNOP parce qu'il est dans 6 ou 9 mois. Ouais. Et là, on est capable de dire, attention, ce nouveau produit-là est en danger parce que quand on reconstitue le CFR, eh bien, on peut avoir un problème clé dans 7, 8, 9 mois parce que le fournisseur a un problème. Donc, effectivement, en particulier dans l'aéronautique, on a des clients qui utilisent notre chain planning dans le cadre du process SNOP, même si son cœur business, on va dire, c'est plutôt la partie MPS. Ouais. Pour le client, quels sont les principaux avantages du Node Chain Planning? Alors, je dirais qu'il y en a 3, très clairement. Le premier avantage, parce que c'est l'objectif, c'est mieux servir à la demande du client. De mieux gérer ses priorités, d'avoir une meilleure disponibilité produit. Et c'est ce qu'on constate chez les clients chez qui on l'installe. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Il y a un objectif numéro 2. Alors, j'aime pas dire que c'est un objectif numéro 2, parce qu'il est très lié à la dimension sustainability. Sur deux sous-sujets, on va dire. Le premier, c'est évidemment la maîtrise des stocks et de l'obsolescence, parce que quand on dit qu'on connecte tout à la vraie demande client, c'est qu'on ne va pas non plus faire des choses qui sont inutiles. Donc effectivement, dans le cadre où vous lancez un nouveau produit à horizon quelques mois, si jamais vous commandez trop et que vous avez le stock sur les bras, eh bien effectivement, ça a un vrai impact. Et on constate chez nos clients une réduction des obsolescences et donc de la destruction. Sur les sujets sustainability aussi, vous savez qu'il y a des secteurs où, le secteur du luxe par exemple, mais d'autres où on est obligé de prendre l'avion pour aller plus vite, pour rattraper des retards, etc. Donc,
pour donner aussi de la sérénité au transport, être bien plus proche de la demande et avoir quelque chose de plus fluide en amont est évidemment très utile. Et le dernier point, et non des moindres, c'est que être un planificateur industriel, être un approvisionneur aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des urgences à traiter. L'IA ne fait pas tout. Voilà, l'IA ne fait pas tout et elle est loin de faire tout pour l'instant dans ce contexte-là. Vous avez des managers qui ont la pression du résultat, évidemment, et donc c'est pas facile d'être en planification industrielle. Et ça amène du sens, de la sérénité aux équipes. On a vu aussi des boîtes en très forte croissance finalement continuer avec leurs ressources actuelles sans nécessairement les augmenter pour finalement suivre la croissance, parce que ça amène des outils, de la sérénité, de la clarification sur les données, ça amène du sens, et ça, c'est un gain considérable pour les clients. Et ça responsabilise aussi, je crois que c'est... Exactement, ça responsabilise vraiment les acteurs qui en ont besoin. Vous savez, les approvisionneurs, par exemple, cette population qu'on connaît bien, ils sont considérés comme presse-bouton dans le RP, ils voient pas bien le sens de leur métier, et ça amène vraiment du sens. Et vous savez, dans le contexte RH actuel, que vous connaissez, où tout le monde se pose ce genre de questions, c'est vraiment très important dans le monde de la planification industrielle. Alors c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions. J'imagine que ceux qui nous regardent aujourd'hui auraient beaucoup de questions à vous poser. D'où l'idée, justement, d'organiser prochainement. On a, pour le moment, on a dit le 28 mars, mais je pense que ça reste encore à confirmer. Mais enfin, vraisemblablement très très bientôt. Donc nous aurons une webconférence à laquelle ceux qui souhaitent en savoir plus pourront se connecter et dialoguer avec vous, vous poser toutes les questions qui leur semblent utiles pour en savoir plus justement sur ce nouveau concept, un petit peu révolutionnaire. Enfin, c'est vous qui le dites. Mais absolument, absolument. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, donc le no-chain planning. Voilà, donc une grande innovation lancée par Argan & Co. Dès maintenant, je pense que si on veut vous contacter pour en savoir plus... Oui. Et puis, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'on travaille dessus. Donc, effectivement, vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Parce qu'effectivement, on n'a pas pu en parler aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses dans le détail de ce concept évidemment, qu'il est nécessaire d'expliquer en profondeur. Bien, merci beaucoup Fabrice Bonneau d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village ce matin pour nous parler du no-chain planning. Merci Jean-Philippe.